Il y a quelqu'un qui m'a encore écrit, il dit ceci. Ici, tu peux rectifier, nous avons des matériels plus que le Rwanda. Le Rwanda n'a pas la force aérienne ni force navale. Je crois que je lui ai répondu, chers compatriotes, j'aimerais bien que tu me donnes des éléments probants et des preuves, si possible, ici. Et je ne dis pas les contraires, sauf que je présente seulement 3 matériels qui nous ont manqué et que l'ennemi en a. C'est ça qui a fait la différence. Donc ici, je ne vais pas aller en détail de l'armée congolaise. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que les Rwandais n'en ont pas? Est-ce que nous sommes plus forts que les Rwandais? Ça, moi, je n'entre pas. J'ai peigné seulement 3 matériels que nos adversaires possèdent sur le champ de bataille. Ces matériaux ont fait la différence. Ça a permis à l'ennemi de neutraliser notre armée en avance. Déjà, avec le drone, il peut cibler où se trouvent les armes, où se trouve le véhicule. Il va neutraliser ça. Quand vous entrez dans ma bio, vous allez trouver des militaires qui sont en train de faire les pieds et ils se filment et ils publient ça. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur vidéo? Ils disent ceci. Nous avons abandonné notre position à Kavumu. Nous sommes en train de replier vers Bukavu. Mais quand ils repliaient, ils étaient à pied. Regardez, une observation. Pour quitter Kavumu pour rentrer à Bukavu, c'est déjà 25 km. Mais comment un militaire qui abandonne déjà les positions rebelles, il fait un repli? Parce que quand on fait un repli, il y a des possibilités. Soit vous faites une repli stratégique qui va vous permettre en fait, comme on dit, reculer pour mieux sauter. De concevoir un plan qui va vous permettre d'aller faire des reconquêtes, d'aller combattre maintenant avec une bonne stratégie. C'est pour ça qu'on fait les replis. Mais maintenant, et quand il faut les replis, déjà ils sont à pied. Vous voyez, les ennemis que vous avez laissés à Kavumu, ils peuvent vous poursuivre en véhicule, donc ils vont vous récupérer comme des animaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes à pied, vous avez des Kalachnikov, vous allez faire quoi? Voilà. C'est ça que je suis en train de montrer ici. Donc, nous avons beaucoup d'insuffisances dans notre armée. Ce n'est pas de ça que je parle dans cette émission. Je réponds seulement aux gens qui m'ont écrit. L'argent pour équiper les militaires sont détournés par Félix Tshisekedi. Mais oui, ce n'est pas seulement lui. Ses amis, tous les copains, tous les militaires, les officiers. Bemba était là, ministère de la Défense. Est-ce que vous savez pourquoi on a viré Bemba dans ce ministère? Parce que beaucoup des amis de Félix Tshisekedi sont dans ces coopérations de détourner l'argent du ministère de la Défense. L'argent qui est destiné à équiper l'armée. C'est devenu le business des conseillers de Félix Tshisekedi. Ces gens, quand ils ont vu Jean-Pierre Bemba, lui-même Jean-Pierre Bemba, d'abord, premièrement, il voulait finir ses détournements. Mais il n'a pas pu résister lui-même, il s'est trempé encore dans les détournements. Parce que si vous ne savez pas, Jean-Pierre Bemba, il a acheté un avion. Voilà, ça je vous informe. Il a acheté un avion, il a envoyé dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi on l'a fait quitter de ce ministère. Les conseillers de Félix Tshisekedi qui mangeaient là-bas, ils se sont dit non, ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient. Fachi préfère gaspiller l'argent dans les voyages que d'équiper son armée. Exactement. Ici, ce qu'on reproche au président, ce n'est pas seulement le fait que de sortir l'argent et l'argent ne fait rien. Non. C'est le fait de ne pas sanctionner surtout. Il ne sanctionne jamais. Il n'y a aucune sanction sévère qu'on a déjà vue. Après tous ces débâcles, après tous ces détournements, après tous les échecs. Vous savez, il y a beaucoup d'échecs qu'on a toujours subis depuis qu'il est là. Mais il n'y a aucune sanction. Pour la première fois, on a vu un directeur du cabinet être condamné dans un procès juste et équitable, qui était même télévisé. C'était public, on voyait tous à la télé, parce qu'on était à l'époque de confinement. Moi, j'ai assisté à ce procès-là. Il sera condamné parce qu'il a volé l'argent, exactement. Kamer n'a pas volé seulement pour lui, mais puisqu'il a volé pour Félix. Félix Tshisekedi était aussi dans les coups, la raison pour laquelle il va décider d'acquitter Kamer. Mais quand vous regardez, Kamer, on l'a acquitté. Moi, j'ai toujours cherché les dispositifs du jugement qui a acquitté Kamer, et je n'ai jamais vu ça. Moi qui vous parle, j'ai cherché ça à la cour d'appel. Pourquoi j'ai cherché ça? Il faut que je puisse m'imprégner de ça comme jurisprudence. Jurisprudence pour comprendre. Quelqu'un qui a été condamné au premier niveau, 20 ans de prison. Et cour d'appel va réduire sa peine à 13 ans de prison. La cour de cassation ne va pas casser ce jugement. Retenez-moi bien ce que je dis. La cour de cassation n'a pas cassé le jugement de Kamer et celui de 20 ans. Il n'a pas aussi cassé le jugement de Kamer et celui de 13 ans. Mais la cour de cassation va renvoyer l'affaire de Kamer à la cour d'appel. Alors, qu'est-ce que ça signifie en droit? Parce que la cour de cassation n'a pas pour travail de juger dans les fonds. C'est-à-dire qu'il va voir dans les fonds du dossier pour comprendre est-ce que tu as tort ou raison. Non, la cour de cassation n'a pas pour travail de faire ça. Lui, son travail, c'est de voir seulement est-ce que tu as été condamné, oui ou non. Là, ça ne le concerne pas. Mais est-ce que la procédure a été respectée? C'est ça seulement son rôle. Lui, elle voit seulement si la procédure a été respectée. Mais maintenant, regardez une observation que moi j'ai faite. La cour va regarder que au premier degré où il a été condamné 20 ans de prison, la procédure a été respectée. Vous comprenez? Donc la cour déjà estime que les condamnés a mérité sa peine de 20 ans de prison au premier degré. Mais quand il arrive au deuxième degré, on réduit sa peine à 13 ans. La cour dit non, je vous renvoie là-bas pour que lui, la cour, puisse revoir la procédure.
la Cour d'appel pour se revoir la procédure. Parce que quand la Cour de cassation renvoie, ce n'est pas pour qu'on puisse s'attirer sur le fond, mais pour qu'on puisse revoir qu'est-ce qui a failli dans la procédure. Alors quand on devrait rentrer là-bas, déjà ça n'annule pas les 20 ans de prison, déjà ça n'annule pas les 13 ans, parce que le Cour d'appel lui avait réduit la peine à 13 ans. Mais sauf que pour la deuxième fois, quand la Cour de cassation renvoie l'affaire au niveau du Cour d'appel, le Cour d'appel va directement acquitter Camille. Oh, ça c'est un miracle, la justice, ça n'existe pas. Chers compatriotes, je vous dis, ça n'existe pas en justice, c'est un miracle. S'il y a des juristes qui connaissent plus, ils peuvent quand même m'informer. Je vais m'inspirer aussi. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai cherché ce jugement-là. Parce que je voulais lire les dispositifs pour regarder. C'est lui qui a été condamné 20 ans. On a réduit sa peine à 13 ans. Par quel miracle on va l'acquitter? Parce que quand on va quitter quelqu'un, c'est qu'on n'a pas trouvé de preuves. C'est qu'il n'est pas coupable. Mais pourtant, on a estimé par des tribunaux différents que ce monsieur-là est coupable. Mais comment quelqu'un qui est coupable, on va curieusement l'acquitter? Il n'y a plus de preuves, il n'est même pas coupable. Non. Là, il y a la politique. Et cette politique n'a pas aidé le pays à avancer. Voilà. Fathi n'a pas agi comme il le faut. Comme on dit, les magistrats suprêmes. C'est lui qui devrait agir afin que la justice fonctionne normalement. Son rôle, ce n'est pas d'instrumentaliser la justice. Son rôle, c'est de réguler. Là où ça ne marche pas, lui, il doit sanctionner. Il n'a jamais sanctionné. C'est pour ça que vous voyez les détournements. C'est lui qui donne les ordres qu'il faut arrêter, qui il ne faut pas arrêter. Pourquoi? Parce que lui-même, il est trempé dedans. Voilà. Je vais lire les commentaires et je vais continuer à répondre. Votre Congolais, votre argent est pour enrichir les politiciens. Oui, exactement. L'argent du Congo, c'est pour enrichir, que fait Tshisekedi, les gouverneurs et la classe politique. Parce que vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni d'abord tous les gouverneurs. Les gouverneurs ont fait une déclaration politique. Non, nous soutenons, nous tous, nous sommes derrière le président. Oui, pour le changement de la Constitution. Chers compatriotes, à chaque fois, je l'ai toujours dit, à chaque fois que le président, que ce soit n'importe qui, quand il est chef, autorité d'une institution, avant de poser un acte, l'acte que tu vas poser, tu dois te référer toujours à la Constitution. Quel est l'article qui donne le droit au président de la République de réunir les gouverneurs et leur dire de faire une déclaration où ils vont le soutenir pour changer la Constitution? Ça n'existe pas. La Constitution lui donne seulement un cadre de réunir les conseils des gouverneurs pour traiter le sujet du pays. Ce n'est pas pour changer la Constitution. Ce n'est pas pour faire une déclaration politique. Vous comprenez? Quand ils se rassemblent là-bas, ils ne sont pas des chefs des partis politiques, ils ne sont pas membres de l'Union sacrée, mais ils sont des responsables, des chefs des entités décentralisées. Les gouverneurs, les provinces sont des entités décentralisées. Ils se rassemblent autour de leur chef, des présidents de la République, parce qu'en province, ils représentent le président. Maintenant, quand ils se rassemblent, c'est là où ils vont informer le président sur le fonctionnement de leur province, comment les choses marchent, quelles sont les difficultés qu'ils ont. Ils vont échanger ça ensemble autour de tout le monde pour comprendre. Toi, tu es là, tu es gouverneur du Congo central, tu vas aussi écouter qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu. Et les solutions qui sont proposées, vous tous, vous allez voir si ça vous plaît. Toi aussi, tu vas quand même mettre ça en pratique dans ta province. C'est pour cela qu'on a créé ce cadre du Conseil des gouverneurs. Et voilà, aujourd'hui, le président a transformé ça en un groupe de fanatiques. Je m'insurge contre ça. Voilà. Le problème, c'est les fabricants qui ne veulent pas vendre. Non, ça c'est faux. Les fabricants d'armes ont toujours besoin d'argent. Manque de volonté de tourner en mode d'urgence, oui. Mais on nous a dit que le FARDC est 8e en Afrique, donc c'est la poudre aux yeux. Non, monsieur, ce n'est pas la poudre. Les FARDC que vous voyez sont des militaires bien formés. Ici, je ne parle même pas d'infiltration ou quoi que ce soit. Non, ce sont des militaires bien formés. La situation est très complexe pour se battre dans les massifs, dans les Ruzizi, dans les plaines de... donc, je ne sais même pas beaucoup de noms. La situation n'est pas la même. Quand vous regardez le Mali, le Burkina, il y a des déserts là-bas. C'est vrai, pour eux, ils peuvent avoir des problèmes de... comment je peux dire? Des problèmes de l'eau. Vous pouvez être assoiffé parce qu'il fait très chaud dans les déserts. Mais quand vous allez dans les Ruzizi, dans les massifs, c'est différent. Là, il y a des plaines, des montagnes, il y a des collines. C'est pas facile. C'est un environnement difficile. Déjà, les FARDC, on ne peut pas les détrôner à cette place de 8e place. Ils sont bel et bien 8e, armée la plus puissante d'Afrique. Ce qui leur dérange, ce n'est pas la formation, c'est l'équipement et la motivation. Si on résout les problèmes de l'équipement, on résout les problèmes de la motivation, ils vont récupérer même une 3e place. Parce qu'ils en ont la capacité. Merci. L'argent du Congo, c'est pour députés, ministres, pas aux arsenal pour protéger le pays. Oui, exactement. Les ministres, ils se partagent l'argent du pays chaque jour. Ça, je peux vous le confirmer. J'ai passé plus de 5 ans dans un cabinet ministériel. Je sais de quoi je parle. L'armée congolaise elle-même fournit l'armement au M23. Tu sais combien d'armements trouvés à l'aéroport de Goma? Oui, exactement. Ça, déjà, Nanga nous a dit ça avant. Mais aujourd'hui, c'est prouvé sur le terrain que le M23 bénéficie aussi des armes qui proviennent de FARDC. Je sais qu'il n'est pas sérieux. 6 ans au pouvoir, il n'a pas pu réfléchir sur tout ça. Non. Je ne peux pas le condamner à outrance. Il a réfléchi sur ça. Et sauf qu'il n'a pas trouvé de bonnes personnes. Pourquoi? Parce que quand le président prend des dossiers pareils, il confie ça à ses amis, c'est là où le pays commence à perdre.
s'il a confié ça aux experts militaires. Son prédécesseur qui était là, les systèmes qu'il a laissés, des gens qui travaillaient sur ça. C'est pour cela que vous voyez, quand tu arrives dans un service, tu ne peux pas directement permettre les gens automatiquement à ton arrivée. Non, tu dois d'abord travailler avec les gens qui sont là, voir comment ils travaillent. Les gens que toi tu envisages de changer, ils doivent aussi avoir le temps de se former. Si tu as besoin de mettre ces gens à la place des chefs d'état-major, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nommer comme adjoints. Comme ça, il va apprendre d'abord, il sera adjoint, il va apprendre à côté d'un chef d'état-major. Il sait que les opérations ici, ça fonctionne comme ça, comme ça. Voilà, il va apprendre, il va être relais. Et quand vous allez le nommer, il va assumer ce poste-là de manière convenable. Mais il n'en a même pas l'idée. Quand vous les nommez, c'est à peine il va apprendre. Et pour le président, pour fournir les armes à la République du Congo, il ne fait pas ce qu'on appelle des accords bilatéraux. C'est ça. Allez-y, faites un contrat avec les États-Unis, faites un contrat avec la France, faites un contrat avec la Turquie, faites un contrat avec la Russie, échange de technologies, faites aussi ce que vous avez, les formations et tout comme ça. Quand vous regardez dans notre armée, il y a des bataillons qui ont été formés à Israël. Mais regardez maintenant, Israël, elle fournit le Rwanda les armes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Nos partenaires, ils préfèrent le Rwanda que nous. Mais pourquoi? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Ça, ce n'est pas à moi de résoudre ça. Mais moi, je suis un analyste. Je vous présente les faits. Je donne des analyses. Je fais aussi mon commentaire. Voilà. Vos propos confirment la déclaration de MONUSCO faite quand l'ennemi était encore à Bunagana. Exactement. C'était en 2022, comme je l'ai dit, l'ennemi était encore à Bunagana. Et M. Guterres avait dit que le M23 a des armes très très sophistiquées, plus que la MONUSCO. Parce que là, à ce moment-là, ils avaient bombardé un hélicoptère de la MONUSCO. Mais notre armée, notre chef de l'État, lui, il a négligé ça. C'est lui qui devait prendre tout ça au sérieux. Et d'ailleurs, un chef, qu'est-ce qu'il fait? On dit diriger, c'est prévoir. Quand tu as assisté au Conseil de défense, ils ont soulevé des éléments sur quoi vous devez travailler. Vous donnez une jonction à votre gouvernement, achetez tel matériel. On achète les matériels et ça vient. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois inspecter, tu dois faire quand même des visites d'inspection pour voir et s'assurer de tes propres yeux que ce que vous avez commandé est bel et bien arrivé. Voilà. Et pour les chefs, comme on dit, les chefs doivent avoir des informateurs, des sources officielles et des sources officieuses. C'est-à-dire que les sources officielles, c'est là où on les trompe souvent. On vient, on les trompe, non, tout est bien, on a acheté des bons matériels. Mais non, toi, en tant que chef, informe-toi aussi des sources officieuses qui peuvent te donner des bonnes informations pour te dire que, monsieur le président, attention, les matériels qu'ils ont achetés là, ce sont des matériels anciens. Et vous allez comprendre que les gens qui sont autour de vous sont malhonnêtes. Mais c'est ce qu'on comprend ici. Il a travaillé avec des gens malhonnêtes. Est-ce qu'il ne se rend pas compte? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'en rend compte? Mais pourquoi il n'agit pas? C'est là où nous, les peuples, nous les condamnons. Parce que s'il a agi, tous les gens qui sont autour de lui, ils seront en prison. Les gens comme Kamer, ils seraient en prison. Et si Kamer est libéré, parce que lui-même est impliqué, donc lui-même aussi devrait être en prison. Donc ici, on comprend, on a un groupe de mafias qui a été instauré, installé, institutionnalisé. Ils ont leurs magistrats, ils ont leurs avocats. C'est pour cela que vous voyez qu'on arrête, on interpelle quelqu'un qui a volé des millions. Un jour, 2 jours après, il sort. Il a la liberté provisoire. Et l'argent n'est même pas retourné. L'argent disparaît. L'argent n'a jamais été retourné, mais le monsieur, il est libre. Celui qui a volé l'argent de Covid était un Longondo. Jusqu'aujourd'hui, il est libre. Silence total sur les 360 millions qui étaient financés par la Banque mondiale pour le Covid. Je ne sais pas au total ils ont détourné combien, mais c'était l'enveloppe de 360 millions. Et je ne peux pas vous confirmer qu'il a détourné 360 millions. C'est-à-dire qu'on lui reproche une mégestion de ces fonds de 360 millions. Voilà. La corruption et le manque de sérieux des dirigeants politiques au pouvoir, attention aux politiques médiocres, exactement. 30 000 $, sénateur, non. Le sénateur, il a 40 000 $. Je précise, budget, loi de finances 2025. Le sénateur, il a 40 000 $. Le député, il a 33 000 $. Le ministre, il a 80 000 $. Le vice-premier ministre, comme Jean-Pierre Bemba, il a 120 000 $. Le premier ministre, il a 300 000 $ chaque compatriote. C'est quand vous regardez les bagatelles de salaire que ces gens-là se donnent les luxe de prendre, vous comprenez que ça, c'est du vol. C'est du vol, ça, ce n'est plus le travail, c'est du vol. Comment tu peux te donner le luxe de prendre un salaire de 300 000 $ dans un pays où les militaires, il a 75 $? Et vous dites à ces militaires d'être patriotes, de se sacrifier pour défendre votre pouvoir. Mais non, ici vraiment, vous dites une chose et vous faites son contraire. Être patriote, c'est vous qui devez être patriote, de réduire votre salaire. Parce que quand vous donnez, par exemple, je dis bien, si vous donnez un salaire de 1 000 $, on prend les 290 000 $ autres, on redistribue ça au salaire des petits fonctionnaires. Ça peut les aider à atteindre même 300-400 $. Vous êtes nombreux à détourner de l'argent comme ça, des frais de fonctionnement. Et quand vous allez dans les ministères, il y a de l'argent de frais de fonctionnement qui sort chaque mois. Je vous informe. Et c'est chaque mois-là, beaucoup d'argent. Je ne peux pas estimer si chaque ministère a le volume de l'enveloppe qu'on lui attribue. Et cet argent-là, ça finit par être détourné par le ministre lui-même avec un groupe de gens très restreint. Donc c'est devenu comme l'argent de poche. C'est devenu comme l'argent qui veut combler ses envies
ses besoins personnels. Ça ne contribue même pas au fonctionnement auquel il est destiné. Alors, waouh. Les Rwandais reçoivent des militaires de la part des dons militaires de la part de l'IE. Est-ce que nous, on ne reçoit pas de dons? Non, il ne faut pas tout mettre sur les dos des Rwandais ici. Nous aussi, on reçoit des dons. Mais comment on gère ça? Vous avez suivi l'affaire des bailleurs de fonds à Suisse. Parce que le président était à Davos lorsque c'est ça qui était tombé au milieu des rebelles. Il était à Davos pour négocier. Parce que la Suisse finance aussi beaucoup de projets chez nous. Mais un député a sollicité qu'on puisse suspendre le financement de ces projets tant que Félix Tshisekedi est là parce qu'il estime qu'il y a la corruption. Une délégation de 3 personnes, comment ils vont dépasser dépenser plus de 450 000 francs suisses en seulement 3 jours? C'est trop. Ici, on voit qu'il y a vol à outrance. Et les députés se disent, mais comment nous, on finance cet argent pour aller faire du travail chez vous, là-bas? Mais vous commencez à détourner cet argent ici seulement en Suisse. Mais non. Il faut suspendre ça. Ces gens ne sont pas sérieux. Ils ont raison. Il ne faut pas mettre tous les problèmes du Congo au dos de ces petits pays. C'est nous-mêmes qui devons être responsables de nos actes. On n'est pas responsables, c'est trop. Normalement, si nos autorités avaient une volonté de sécuriser notre pays, ils pouvaient acheter des types d'armes et les doter dans chacune de nos provinces. Ah, chers compatriotes, ça c'est un vœu que tu fais là, donc, malheureusement. Et pourtant, on détourne plus que ces montants par des politiques. Mais oui. Et pourquoi la RDC n'a pas acheté? Voilà, ça c'est une très bonne question. Les matériels qui ont fait la différence. Pourquoi la RDC n'a pas acheté? Alors, je sais que je pouvais te répondre ici. Le président, lui, selon les informations qu'on lui donne par cette équipe qui est autour de lui, on lui dit toujours non, la situation est sous contrôle, on a acheté tous les matériels, on a bien équipé l'armée. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On décaisse l'argent, on achète des matériels anciens, et puis on informe le président que tout va bien. Alors, le président, selon lui, il sait que tout va bien. Mais sauf qu'il va être étonné du résultat, des performances, de l'efficacité. Et il se rend compte à la fin que les mêmes personnes qui sont autour de lui, lui ont menti. Alors, ici, le problème, c'est quoi? Le problème, tu viens de remarquer qu'on t'a menti. Ce n'est pas... dans cette situation, tu peux te rendre compte forcément qu'il y a autour de toi des gens malhonnêtes qui ne sont pas dignes de confiance. Ce qu'il faut faire, quoi? Il faut qu'on puisse les sanctionner, les dispositifs légaux qui sont prévus par la loi, qu'on puisse les arrêter, qu'ils puissent justifier comment ils ont géré les fonds de l'État. Ce n'est pas l'argent de Félix Tshisekedi, mais c'est l'argent de l'État congolais. Ils ont détourné ça, ils doivent aller justifier la justice. S'ils n'ont pas de justification, c'est la justice qui va en décider. Voilà. Nous pouvons acheter même plus que ça, vous voyez les vols, les détournements. Pourquoi un grand pays comme le nôtre manque de matériaux? Voilà, ça c'est une très bonne question. Pourquoi on manque de matériaux? Donc nous, on ne prend pas la grandeur de notre pays. On voit comme si c'est un groupe d'amis qui doit s'enrichir à tout prix. Et quand ils conçoivent un projet pour équiper l'armée, derrière leur tête, ils savent que c'est pour détourner cet argent. Mais vous pensez que c'est pour équiper l'armée. C'est ça qui est différent. En réalité, pour eux, c'est juste du bluff. C'est juste une fantaisie pour détourner l'argent. Ah, vraiment, l'armée congolaise n'était pas prête pour une guerre de telle ampleur que Dieu nous assiste. Non, l'armée était bel et bien prête. On a relevé beaucoup de points ici seulement que nous n'avons pas réagi en temps réel. Ça aussi, c'est très important. Quand Bunagana est tombé, on a pris tout à la légère. On a géré cette situation de guerre plus de 4 ans. On n'a jamais fait quelque chose. On n'a jamais été efficace. On n'a jamais porté de grandes batailles pour aller récupérer Bunagana. Mais l'ennemi a constaté que nous sommes inefficaces pendant au moins 3 ans. Nous n'avons pas pu reconquérir le territoire qu'il a pris. Alors, il a eu d'autres ambitions. Il s'est dit, mais avec cette force que j'ai, je peux prendre Goma. Il a tenté le coup et il a pris Goma. C'est ce qu'on est en train de voir. Il a tenté encore le coup, il a pris Bukavu. Jusqu'où ils vont en venir, je ne sais pas. On ne peut pas tout donner sur le lot des militaires pour dire que non. Parce qu'ici, il y a les devoirs des uns et les autres. Les militaires, ils vont se battre avec les moyens que vous mettez à leur disposition. Vous mettez des matériels archaïques à leur disposition. Ils vont se battre avec des matériels modernes en face. Comment ils vont rivaliser? Ça, c'est très important. Il faut qu'on tienne compte de ça. Le Rwanda et le Congo, quel est le pays le plus riche? Il n'y a pas match, frérot. Donc, tu as la réponse toi-même. Ne faites pas la publication de l'ennemi. Non, madame, on ne fait pas la publication de l'ennemi. Lorsqu'on veut faire des analyses comme ça, si on était on avait un gouvernement sérieux, ces gens, ils doivent quand même nous suivre avec beaucoup d'attention. Parce que nous, on veut faire des analyses, on veut faire des critiques, mais on propose aussi. On n'a jamais exposé quoi que ce soit pour notre pays. On fait des analyses qui sont tout à fait constructives. Nous sommes impartials sur ce domaine-là. Nous respectons le dispositif consacré par notre Constitution, celui de l'article 24 à son dernier alinéa. Donc nous restons impartials. Nous donnons notre avis en tant qu'analystes. 24 ministres, premier mandat, salaire minimum 40 000 $. Non, chers compatriotes, 40 000 pour un ministre. Là, tu souffres. Tu souffres de l'ignorance. Et je vous informe officiellement, la loi des finances 2025, c'est pour la toute première fois, depuis la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance en 1960. Le premier gouvernement
qui s'est donné une rémunération de plus de 200 000 $ en salaire de base et tous les avantages qui sont accompagnés. C'est le gouvernement de Mme Judith Suminwa. Un ministre a au minimum 200 000 $ par mois. Allez chercher. Moi, je lis la loi des finances. Peut-être vous, vous n'avez pas lu. Allez-y. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai acheté cette loi des finances. Elle coûte très cher parce que c'est une Bible, c'est comme un dictionnaire. Et moi, j'ai acheté ça. J'ai fouillé là où se trouvent les salaires de tous les chefs des institutions. C'est pour cela que je connais que le salaire de Félix Tshisekedi, c'est 2 millions de $. Il ne vous dira jamais ça. Il ne vous dira jamais, jamais. C'est pour cela que quand on lui interroge, on te paye combien, il dit je ne connais pas mon salaire. Il fait semblant. Il fait semblant de ne pas connaître parce que s'il révèle le salaire qu'il gagne en termes de rémunération, prime et avantage, 2 millions de $ américains par mois, vous allez crier. Donc là, je passe. Le gouvernement a débloqué la problématique à Boïté. Non, leur priorité, ce n'est pas d'aider notre armée à en puissance. Leur priorité, c'est de détourner l'argent. Pendant tout le temps que j'ai travaillé dans les ministères, cabinets de ministres, dans les institutions, les autorités, là, quand ils viennent au bureau, c'est qu'ils ont un intérêt. Lorsqu'il n'a pas un intérêt particulier, il ne vient pas. Et quand il vient, il est pressé. Il veut voir les dossiers, il veut rencontrer les gens, il cherche des commissions. Ils tournent toujours autour de l'argent. Et cet argent, quand il a ça, il n'a pas la paix. Il appelle les copines de partout. Vous pensez que votre ministre est en train de travailler, il y passe juste son temps à dialoguer avec ses copines, à planifier ses rendez-vous, à aller dormir à Rotana, à aller dormir à l'hôtel du Fleuve, maintenant qu'ils ont encore hôtel Hilton. Je vous informe officiellement. La bassesse qui est en train de se faire dans les cabinets des ministres, c'est incroyable. Sans même entrer dans les détails, comment les ministres engagent même leurs ex ou bien leurs copines comme des hôtesses, comme des protocoles, juste pour s'ouvrir leurs besoins à tout moment au bureau. Ça, je ne vais pas en parler ici. Je reste dans les analyses et très techniques par rapport à ce sujet qui a envahi notre pays aujourd'hui, le pays qui est occupé. Mais ce n'est pas tous les ministres, vous m'excusez, il y a toujours des exceptions. Parce que toujours que Mouyaka Moko a fini ça. Donc il y a des gens qui sont sérieux, ils sont très sérieux. Et ces gens-là, quand ils arrivent au gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent toutes les personnes qui sont autour de lui, ne sont pas honnêtes. Il se dit ici, ce que l'Andika Kaotika la honnête, Moussala est au Koufa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme ça, ils cèdent, mais bon, il y a autant de millions à Otika la Bazali. Ça, je vous le rassure que Bazali. Parce que les gens honnêtes, ils existent toujours. Mais sauf que ce sont des gens qui sont malhonnêtes, très très malhonnêtes. C'est ça, les énergies négatives. Si on se débarrasse de ça, ces énergies-là, on va peut-être évoluer. Mais pour l'instant, c'est ça qui domine l'administration publique, les postes des mandataires, tous les postes au gouvernement, tous les postes stratégiques dans les institutions du pays, surtout au sommet de l'État. Tu as bien dit, mais ce n'est pas l'argent qui nous manque. Imaginez les 600 millions de $ du projet Sanjo pour voler, pour nous permettre d'acquérir ce matériel. Chers compatriotes, 600 millions dont tu parles là, c'est parti en fumée, on ne peut plus revenir sur ça. Déjà, Félix Tshisekedi n'a pas trouvé de coupable pour cet argent qui a disparu. Et vous allez lui demander encore qu'il fallait à Zambon matériel. Oubliez cette histoire de 100 jours, on a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. C'est plus de 790 millions. Et c'était l'argent que Kabila avait laissé. J'ai une vidéo où Félix Tshisekedi lui-même dit que les peu de moyens que nous avons trouvés dans la caisse de l'État, c'est ça qui nous a permis de lancer ce projet de 100 jours. Donc ce n'était pas l'argent que lui a ramené. Non, c'était l'argent qu'il a trouvé. Kabila a laissé plus de 1,7 milliard de $ américains dans les caisses du trésor public. On peut tout lui attribuer, mais il a laissé de l'argent. Les archives existent parce que quand les présidents ils font remise et reprise, tout ça c'est documenté. Il a laissé de l'argent à Banque centrale. Félix Tshisekedi, avec Kamere, quand ils arrivent, la première chose qu'ils vont se faire, ils vont chercher les voies et moyens à lapider cet argent. C'est ça qui vont leur permettre d'inventer un projet de 100 jours. Sinon, chers compatriotes, je vous fais réfléchir un peu pour vous faire comprendre que ces gens ne sont pas sérieux. Comment quelqu'un qui arrive, qui a bâti campagne, qui a présenté un projet, et qui arrive au pouvoir, au lieu d'appliquer le projet que toi tu avais présenté, tu mets notre programme de 100 jours. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça, c'est la malhonnêteté. C'est la cupidité. Parce qu'il s'est dit, avec ces projets, on va s'enrichir rapidement. Mais quand ils vont voler, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réverser, comme nous en Lingala on dit, ça va réverser. Laisse-moi dire ça comme ça. Voilà. Et quand cela a réversé, ça va pousser quelques indiscrétions. Non, il faut chercher quand même à savoir la vérité. Les gens savaient que c'est le président qui a volé. Mais le président, on ne pouvait pas le sacrifier à ce moment-là. Il avait encore un peu de crédibilité. La raison pour laquelle Kamere va poser une question au fait Gigian. Il lui dit au Gigian, voulez-vous que je vous montre les annotations du président? Est-ce que vous ne savez pas que le président doit être protégé? Vous comprenez? Alors Gigian,
a compris c'est quoi les annotations du président. Chers compatriotes, les annotations, je vous explique avec un exemple concret. Ça, c'est une lettre. Je reçois d'un bailleur de fonds ou bien d'une institution qui m'a écrit, moi, c'est moi le président. Il dit dans cette lettre, monsieur le président, j'ai un projet à soumettre à votre appréciation, celui de la construction du port en eau profonde. Voilà. Et le président, quand il le reçoit, il ne va pas lire. Il n'a pas le temps de lire ça. Le président va faire seulement les annotations. Il écrit comme ça. Pour traitement conseiller juridique. Maintenant, le conseiller juridique va traiter, il va tenir compte de quoi? Le conseiller juridique, quand il va traiter, il va tenir de ce que le président a dit dans les orientations. Parce que le président ne doit pas seulement dire pour traitement. Mais pour traitement, ça signifie que le conseiller juridique doit faire un résumé de ce courrier-là pour revenir au président et lui dire, monsieur le président, le projet dont on vous a écrit là, voilà ce qui est contenu là-bas. Parce que le conseiller, lui, il est capable encore d'entrer en contact avec la société qui écrit au président pour dire, mais expliquez-moi un peu en bref votre société, vous avez des financements, comment les choses vont évoluer, les calendriers de travaux. Et tout ça, le conseiller va voir tous ces éléments, il met ça maintenant dans un document, il présente au président. Alors le président, enfin, il peut rester chez lui à la maison, il est en train de se reposer, il dit, je me concentre un peu sur ces dossiers pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Le président attend, quand il termine, il dit, appelez-moi le conseiller juridique. Il vient, parce que c'est lui qui a traité le dossier. Il lui dit, bon, j'ai lu les projets, les travail, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Vous discutez ensemble. Ce n'est pas parce qu'il est président. C'est pour cela qu'il a besoin de ses conseillers autour de lui. Il a besoin de conseillers experts en chaque matière pour lui conseiller à prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas le conseiller qui va prendre la décision à la place du président, mais le conseiller va faire son travail comme cela est bien disposé dans son nom, on l'appelle déjà conseiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va conseiller au président, il va dire, monsieur le président, j'ai étudié le dossier avec beaucoup d'intérêt, j'ai essayé d'épingler quelques avantages, les voici, j'ai épinglé aussi les désavantages, les voici, j'ai balancé entre avantages et désavantages, je vois que cela n'est pas avantageux pour le pays. Mais de prime abord, je vous laisse la priorité, la primauté de décider sur ce à quoi vous voulez vous engager. Si le président décide d'appliquer les projets, vous lui dites, monsieur le président, je suis d'accord qu'on applique votre projet, mais je sollicite votre intelligence à amender ça. Pourquoi on doit amender ça? Parce que si on laisse ça comme ça sera désavantageux pour nous. Mais si on fait ceci, on propose ça, ça sera avantageux pour nous. C'est ça le rôle du conseiller. Alors c'est ça que Kamel va rappeler au juge. Voulez-vous que je vous montre les annotations du président? Alors c'est là où se posent les problèmes pour indiquer que le président a volé. Parce que le président, il a réussi le projet, il a réussi le projet de maisons préfabriquées, il a réussi tous les projets sur sa table. Et le président a mis des annotations. Toi et moi, on ne sait pas qu'est-ce que le président a mis au-dessus là-bas. Voilà. C'est ça qui a permis à Kamel d'appeler le directeur des banques, d'appeler le ministre des Finances, sortez l'argent. Envoyez sa place telle. Sortez l'argent, envoyez sa place telle. Kamel a fait tout ça. Il a été comme le numéro 10. Mais le coach, où il y a quelqu'un d'intérêt pour c'est Félix Tshisekedi. Voilà ce que Kamel voulait nous dire. Alors, je continue. Il y a quelqu'un qui dit, non, militaire manque juste du courage, il fuit devant l'ennemi. Mais non, chers compatriotes, ils n'ont jamais fui. Tout ce qu'un militaire peut faire sur le champ de bataille, ça peut jouer à votre faveur ou en votre défaveur. Ce n'est pas seulement parce que vous avez des armes ou vous allez vous battre n'importe comment face à votre adversaire. Vous pouvez aller, vous êtes lourdement armé, mais on vous tire, ça arrive. Ça veut dire tout simplement, ils peuvent replier, ils peuvent attaquer, ils peuvent reculer, ils peuvent céder des territoires. Ce sont des batailles. Mais la guerre, ça on le saura à la fin qui va gagner. Ça c'est à la fin. Mais maintenant pour l'instant, on est en train de perdre que des batailles. Donc si l'armée arrive à avoir une réaction rapide, à s'équiper rapidement, à monter de bonnes stratégies, il peut encore relancer les offensives sur Goma, reconquérir Bukavu. C'est possible. Mais je ne dis pas que ça sera le cas. En tout cas, je dis c'est possible. Ceux qui soutiennent la guerre, vous avez entendu, non. Aucun traître alors. Les Rwandais n'achètent pas la Pologne et la foi. J'ai déjà dit ici. En tout cas, j'aimerais qu'on s'entende très bien. Évitez de mettre tout sur les dos du Rwanda. Évitez de mettre tout sur les dos de ces petits pays. Nous avons une responsabilité qui est la nôtre de prendre soin de nous. Et si nous voyons qu'ils nous font du mal à tout moment, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui fait que nous soyons fragiles? Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ça entre nous? Donc si nous sommes incapables de s'asseoir et trouver des solutions, c'est que nous ne méritons pas cette nation. Mais si nous estimons que nous la méritons, donc nous devons être capables de résoudre les problèmes du Congo. Missiles sol-air, c'est pour abattre les avions de chasse. Je n'ai pas dit le contraire, donc c'est pareil. Notre priorité, c'est nourrir les dirigeants et leurs familles. C'est ça le mal. Oui, exactement. Les familles, par exemple, pour l'instant, ils sont déjà à Belgique. Mais les Congolais souffrent dans les Massissi, ils souffrent dans les Ruzizi, ils souffrent à Ouvira. Ils se déplacent, certaines... Je ne peux même pas citer beaucoup de choses. Des autres, il y a des gens qui m'ingèrent rwandais. Oui, exactement. Continuez toujours
accuser les gens qui viennent vous informer, Rwandais, Rwandais, Rwandais. Merci. Mais nous faisons notre travail. Et l'histoire retiendra que dans cette guerre, et ceux qui cachent la vérité et ceux qui disent la vérité, on verra où on va finir. Donc, yo, aux Congolais, vous regardez, vous entendez les questions qu'on me pose. Donc, toi aussi, tu es Congolais. Vous comprenez, chers compatriotes? Donc, ici, on est en face des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous présentez une analyse qui n'est pas... C'est une œuvre humaine. Je peux avoir aussi des erreurs parce que c'est une œuvre humaine. Je n'ai pas dit que ça, c'est la parole d'évangile. Même la parole d'évangile est toujours une œuvre humaine. Il y a toujours des erreurs dedans. Alors voilà pourquoi ça, c'est mon avis à moi, mon analyse. Toi aussi, tu peux faire les tiens. Donc, tu me poses cette question, toi aussi, tu es Congolais, je ne sais pas quoi te répondre. Parce que ça fait honte. Ça fait honte de voir des citoyens qui réfléchissent de la sorte. Si tu n'es pas taliban, je ne sais pas tu es de quelle nationalité. On lui a répondu d'ailleurs dans les commentaires, il est vrai Congolais à Mboka na ye que yo olingi mutu koleka mboka. Yo machilombo ape saka yo paye rien. Exactement. On ne défend pas les individus dans un état de droit. On ne défend que les institutions. On ne défend que la patrie. On ne défend que les droits, la justice. Vous comprenez? Tu sais aussi qu'on a un embargo de l'achat d'armes. Mais non, monsieur, on n'a plus d'embargo. Montre-nous l'image. L'image de quoi? Des choses que je parlais, les gens me demandent de montrer les images. Quand vous avez regardé les rebelles arriver à Goma, vous croyez que c'était un match amical? Les rebelles ont encore avancé, ils sont arrivés à Bukavu. Vous croyez toujours que c'était un match amical? Vous voulez que moi je vous produise des images de ce que j'ai dit ici? C'est incroyable. Ah. Vous êtes très intelligent, merci beaucoup. Félix doit te mettre comme son conseiller en charge de sécurité. Non, je ne peux pas assumer cette fonction-là. Je ne peux pas déjà travailler avec lui. Ça, c'est très important. Parce que la vérité que je porte, les premiers jours que je vais lui dire ça, la première chose qu'il va faire semblant. Il va faire semblant. Mais il va garder déjà une dent contre moi. Il va instituer ce service de sécurité de métier. Pourquoi ils vont me tiller? Dans tous les cabinets politiques, même là où moi j'ai travaillé, dans les grandes institutions, on n'aime pas les gens honnêtes. On n'aime pas les gens qui disent la vérité. On aime seulement les gens malhonnêtes, les gens qui trompent, les gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à sacrifier même leurs enfants, même leurs femmes, leur famille, leur pays, leurs intérêts, tout. Et ils ne doivent travailler qu'avec ces gens-là. Personne comme moi qui suis honnête, je ne peux pas. Pour ceux qui étaient là hier, j'avais dit, j'ai fait 7 ans à la Cour constitutionnelle et j'avais démissionné. Vous pouvez aller vous renseigner. Je suis passé là-bas et j'ai démissionné. On ne m'a pas chassé parce que j'étais engagé. Vous savez déjà qu'un fonctionnaire, on ne peut pas... c'est difficile déjà de le licencier. Donc j'ai démissionné à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas n'importe où. Je suis entré là-bas très jeune. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur de tous, non. C'est parce que Dieu m'a choisi à être là à ce moment-là. Et j'ai fait un temps et j'ai quitté. Je suis passé au cabinet ministériel, j'ai assumé des postes, j'ai quitté aussi. Parce que ce sont des zones, des gens malhonnêtes. C'est ce que je dis ici. J'ai quitté parce qu'il y a la malhonnêteté. Tout ce que vous mangez, c'est presque à 90%, il y a la malhonnêteté. On envoie l'argent pour le fonctionnement. L'argent ne va pas servir au fonctionnement. L'argent disparaît. Et puis quand vous êtes comptable, c'est vous maintenant qui devez réfléchir comment couvrir ce vide-là, comment couvrir ce vol-là, comment justifier ça. Et je vois les comptables souffrir, chercher des preuves. Chers compatriotes, le comptable va contacter même les services, les fournisseurs pour fabriquer des preuves. Comment justifier par exemple 100 000 $ qu'on a donné au ministre pour faire le fonctionnement? Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Et j'ai participé à certaines choses. Pour ne pas dire que moi j'ai planifié, non. Mais j'ai participé parce que je vois qu'on est en train de voler. Mais je ne peux rien faire. Je n'ai pas la décision. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui va utiliser cet argent. Voilà comment notre pays est géré. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lever ma voix pour dénoncer tout ça. Parce que certains, quand ils en parlent, ils n'ont jamais vu ça. Mais moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Et je connais comment on vole l'argent là-bas. Et c'est pour cela, moi, je l'ai toujours dit, si je rentre en politique, je sais quelle solution il faut donner. La solution, ce n'est pas seulement la justice. Vraiment, il y a des choses qu'il faut faire en amont. Il y a des choses qu'il faut faire en amont. C'est pour cela qu'on dit que l'antivirus, il vient toujours en dehors du système. Parce que quand il est dans le système, il sera affecté. Il y avait peu de tapotage, le live est signalé. Voilà. Vitali Kamere, 100 000 $ par mois en 5 ans. Non. Vitali Kamere a, président de l'Assemblée nationale, il a 300 000 $. Vous comprenez? Pendant 5 ans. Il faut arrêter ça, plus vite que possible. Nous sommes chez nous, les Ouazalènes et les Burundais suffit. Ok, continue. Donc déjà, pour toi, au Bouaxi, FARDC. C'est l'Union européenne qui donne ça au Rwanda. Ah, chers compatriotes. Les Congos ne fabriquent pas les armes, ça vient toujours quelque part. Il faut savoir ça, il faut mettre ça en tête. Si le Rwanda a les capacités de parler, de trouver des partenaires qui vont lui aider, nous aussi, avec toutes les richesses qu'on a. Si on n'arrive pas à trouver, on doit démissionner. On doit juste se déclarer incompétent et puis démissionner. Parce qu'on n'arrive pas
à gérer le diamant qui est entre nos mains. Alors que Kamel avait volé 10 fois que ça. Mais oui, exactement. C'est pas seulement Kamel que j'ai répété ici, c'est Félix lui-même. Nous sommes 8e armée, non. Nous pouvons être même 4e, 5e, 6e. J'ai expliqué pourquoi. Nos militaires sont bien formés, mais notre armée est mal équipée. Nos militaires ne sont pas motivés. Voilà les problèmes qui frisent notre armée. Vous avez raison, dans la guerre, l'armement joue un grand rôle, un très très grand rôle, exactement. Nous avons vu ça en Irak, nous avons vu ça en Libye. Maintenant, nous sommes en train de vivre ça chez nous. Bonne analyse, s'il vous plaît, bon courage et continue dans ce sens. Merci. Merci vraiment du fond du cœur. Oui, c'est la vérité, mon frère. Tes explications sont cohérentes. Merci, merci une fois de plus. Des gens comme ça nous encouragent. Écoutez, on ne gagne rien en faisant ça. Prenez les risques à venir s'exposer ici. Vous parlez de votre pays en bien et en mal. Parce que quand on parle en bien, ça vous donne comme l'impression comme si ce pays-là est déjà un pays développé qui fait une croissance à des chiffres. Les présidents risquent de faire la fête. Non, ma population va bien. Non, il faut qu'on se le dise, les choses ne vont pas bien. Il faut qu'on démontre où ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas et qui bloque que ça ne marche pas. Alors, on a identifié ces gens-là. Mais pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Mais c'est parce que le chef de l'État, il est incompétent. Parce qu'il ne joue pas le rôle qui est le sien. Mais quel rôle devrait jouer? Allez lire l'article 69 de notre Constitution, qui dispose que le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, du pouvoir public et des institutions. C'est quoi les pouvoirs publics? Quand vous regardez l'armée, la police, la justice, c'est ça le pouvoir public. Mais qui doit garantir que l'armée soit forte? Qui doit garantir que la police nous sécurise? C'est lui. On n'a pas dit qu'il est garant de la nation comme lui, il a confondu. Il est garant du bon fonctionnement. C'est-à-dire que c'est lui qui doit garantir le fonctionnement régulier des institutions. Si au Parlement, à l'Assemblée nationale, rien ne marche, lui, il doit faire que ça puisse marcher. C'est ça son travail. Il ne fait jamais ça. Vous avez vu, avant qu'on ait les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, Mbosso était président de l'Assemblée honoraire. Il a bloqué le processus. Il a bloqué le processus. Pourquoi? Parce que seulement Mbosso voulait s'accrocher et rester à ses postes. Un seul individu. On a vu encore au Sénat comment on avait bloqué les élections du bureau. Pourquoi? Parce qu'il y avait divergence dans l'Union sacrée, qui va être candidat président, tout ça, Bitumba Ibimi. Voilà les politiciens congolais. Maintenant, il faut défendre votre pouvoir. Envoyez les quotas comme vous partagez les pouvoirs. Vous avez partagé les postes à l'Assemblée nationale, vous avez partagé les postes au gouvernement, vous avez partagé les postes au Sénat, vous avez partagé les postes dans les cabinets des ministres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux serait d'envoyer encore des listes recommandées chez Jean-Pierre Demaché, le ministre de la Défense, pour que vos militants soient en relais, pour défendre votre pouvoir. C'est votre pouvoir qu'il s'agit ici. Pas nous les peuples. Nous, on n'a rien les peuples. Nous, on n'a rien dans cette histoire. Ici, je rappelle que c'est un problème, ce sont les intérêts des politiciens qui sont en jeu par les Congolais.